Bonjour Jean-François Suas. Bonjour Aymeric. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler marine marchande, plus précisément de la croisière et un petit peu de toi. Alors, tu es un ancien élève de l'ENMM de Marseille, promotion 1985, actuellement pilote en activité sur le port de Marseille et président du club croisière de Marseille. Peux-tu nous expliquer un petit peu plus en détail tes fonctions, ton parcours et comment est né ton amour pour la croisière ? Alors effectivement, donc je suis un petit garçon qui est né au Pays Basque, près de la mer, qui adore le surf d'ailleurs, qui continue à surfer, et avec une vocation maritime très tôt, dès la 3e, 4e, je savais ce que je voulais faire. Et en fait, je voulais être commandant du France, tu vois, déjà pour croisière, c'est ce premier, un beau projet, mais bon, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'était plus là, mais il existait encore des bateaux de croisière dans le temps qui s'appelait le Mermoz. J'ai eu la chance de pouvoir naviguer comme élève, d'y rester, et ensuite sur le Club Med. Donc j'ai quand même ma carrière d'officier. Avant d'être pilote, c'est passé dans le monde de la croisière, donc je sentais évidemment l'engouement et le potentiel qui était très fort, puisque c'était le début, on va dire, des premiers grands bateaux construits à Saint-Nazaire, d'ailleurs le Sovereign of the Sea et ce type de navire qui emportait déjà 2000 passagers. Le France existait et j'ai eu la chance de le piloter au départ comme pilote. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment c'est pas le hasard. Après, moi à un moment j'ai quitté le Club Med, donc je vivais à Tahiti pour des questions familiales. Je souhaitais fonder une famille et j'ai eu 3 enfants, donc je trouvais plus opportun d'être pilote, mais c'était aussi assez tôt, puisque cette vocation aussi je l'ai eue à Bayonne en fait, hein. Je suis allé voir très tôt les pilotes, je faisais des tours avec eux et je sentais bien quand même que le moment où on enlevait le bateau à quai, même si j'étais pas capitaine, j'étais second à l'époque, de pouvoir enlever le bateau du quai et l'y remettre, c'était un moment un peu exaltant et avec de l'adrénaline par rapport au reste, on va dire, de la conduite au large. Et donc j'ai assez tôt, vers 27-28 ans, décidé de m'engager donc sur le pilotage avec Marseille, puisque finalement à Bayonne il n'y avait pas de place, il n'y avait que 3 pilotes à l'époque. À Marseille il y avait 50, donc j'avais plus de chance dans une période de fort recrutement. Voilà donc mon parcours, on va dire marine marchande pure avant d'être pilote, puisqu'aujourd'hui j'ai 57 ans évidemment, j'ai plus de temps de pilote que d'officier malheureusement, mais je n'oublie jamais ce que j'ai été. Justement, je suis ravi de voir que Jeune Marine existe toujours avec avec ce mot jeune, hein, même si toi et moi on l'incarne pas spécialement, mais qui est toujours des jeunes élèves et une école qui fonctionne bien avec autant d'élèves, puisqu'il y en a plus que quand j'y étais, donc moi en 85 effectivement à Marseille. Voilà. Et donc à partir du moment où j'ai été pilote, je me suis engagé dans la vie syndicale en devenant secrétaire du syndicat, etc. Donc toutes sortes de fonctions. Et j'ai été élu à la chambre de commerce. Donc j'avais envie à un moment, alors je te cache pas que c'est ce qui m'a amené à ces diverses grèves dans le port. C'est un peu l'état de la ville de Marseille qui avait perdu la Coupe d'Amérique, dans laquelle je m'étais un peu investi en tant que pilote pour essayer de l'obtenir avec des pilotes anciens qui avaient beaucoup bossé sur le dossier, puisqu'on a quand même eu on avait eu un avant-goût avec un peu les qualifications. Ils étaient venus et bon, après Valence l'a emporté, c'est un autre sujet. Mais c'était finalement les premiers pas de Marseille aussi dans un renouveau, puisqu'aujourd'hui Marseille n'a pas grand chose à voir avec ce que j'ai connu en 85 par exemple, voire même en 2000 quand j'y suis revenu. Et donc de la chambre de commerce, pour moi ça a été assez facile après de rentrer dans la vie économique à travers le MEDEF, donc d'abord l'union patronale, et donc je suis devenu président du club de la croisière, et aujourd'hui je préside aussi le conseil de développement du port, qui évidemment est plus vaste et s'occupe de tous les sujets. Et voilà, donc je suis, après une dizaine d'années de vie sociale assez intense, d'ailleurs je suis plutôt à la fin là aussi, pas de ma carrière de pilote parce que c'est quand même l'essentiel de mon temps et de mes envies, de mes passions, mais de ce côté-là, ça fait 10 ans donc je préside le club de la croisière, 5 ans bientôt, premier mandat au conseil de développement, et je ne renouvellerai pas ces mandats lorsqu'ils arriveront à la fin. D'accord, donc une forte emprise locale avec un amour de la mer et une appétence pour la croisière. Absolument, un fil conducteur qui est la mer et les loisirs, parce que la croisière c'est un peu ce que j'aime de la vie, c'est les bulles du champagne, quoi. La croisière, ce sont des beaux moments, je pense, et pour moi ça l'a été. Alors tu parles des bulles de champagne, justement Marseille a toujours été un petit peu le port de départ des navires à passagers en général, que ce soit des transbordeurs comme des navires de croisière. Aujourd'hui, dans le port de Marseille, il semble que justement ces navires
croisière en général sur les bassins Est soit un petit peu le cœur de tous les maux. Peux-tu nous préciser un petit peu quelles évolutions as-tu pu constater dans ces 2 dernières décennies et quelle est la situation de la fréquentation actuellement à Marseille ? Alors, alors sur les 2 décennies, on va aller un peu plus loin. Effectivement, Marseille a une histoire. On peut considérer que Marseille a été peut-être le premier port au monde, en Occident au moins, hein, puisqu'effectivement il y avait l'Égypte, il y avait la Grèce, etc. Mais enfin, c'est la plus vieille ville d'Europe avec un port, donc depuis 2600 ans. Elle n'est née et elle n'a vécu que de son histoire maritime. C'est-à-dire que on regarde bien la façade maritime française. Hein, il y a une trentaine de ports et chaque fois les grandes villes, y compris Paris, sont connectées. Et moi, je donne toujours ce chiffre souvent quand je commence une conférence ou quoi que ce soit, c'est que souvent les 50 premières grandes villes mondiales, il y en a, c'est toujours, les chiffres c'est 43 qui sont des ports. Et celles qui ne le sont pas, que ce soit Londres ou Paris ou autres, ont un port souvent évidemment fluvial, mais qui est un port maritime à côté. Donc on répondait qu'il y a Sao Paulo, quelques villes chinoises, mais ce sont des villes administratives, Washington, mais tout le reste, parce que la logistique c'est la vie, le mouvement c'est la vie, dans notre corps, qu'il s'agisse de finances et qu'il s'agisse aussi des marchandises ou des hommes. Donc sur les hommes au moins, Marseille et les femmes évidemment, sur les êtres humains, Marseille a vraiment été un des premiers ports vraiment avec des échanges très très tôt et évidemment après qui se sont intensifiés avec l'industrialisation à partir du 18e et 19e siècle quand le port de Marseille vraiment au 19e siècle s'est beaucoup développé. Il s'est développé par ses connexions à ce qu'on appelait les colonies évidemment avec les échanges, qu'il s'agisse de l'Afrique mais toute l'Asie du Sud-Est et le Pacifique avec la Calédonie, Tahiti, etc. Beaucoup. Nous, c'était plutôt vers l'Est, le Havre, c'était plutôt vers l'Ouest, mais on va dire que tous ces grands ports, dès le 15e, 16e siècle, commerçaient évidemment avec ce qu'on n'appelait pas encore des croisières, mais des paquebots. Des paquebots d'abord à voile, ensuite évidemment mixtes et surtout à vapeur. C'est vraiment là le développement en masse. Il existe à partir de la mécanisation, quand les bateaux ont commencé vraiment à avoir des horaires qui se tenaient, etc. Donc on va dire que c'est plutôt la fin du 19e siècle et donc Marseille a connu à ce moment-là un grand développement du transport à passagers avec déjà des centaines de milliers de passagers qui passaient d'abord par la Joliette et après plutôt au nord, mais ça c'est vraiment avec tout le 20e siècle qui est celui des passagers mais qui a un arrêt brutal qui est celui de la fin des liners qu'on connaît dans les années 60, que ce soit au Havre, à Nantes, à Marseille ou ailleurs, et remplacé finalement par l'avion mais aussi par des bateaux de croisière. Le France étant évidemment assez emblématique d'un bateau qui est d'abord un liner et qui devient un paquebot. Il faut savoir, souvent je le raconte et c'est un petit clin d'œil de l'histoire parce qu'aujourd'hui il y a un paquebot qui s'appelle Renaissance qui est un paquebot français de la compagnie CFC qui se partage entre Marseille et Le Havre et le premier paquebot conçu sur plan s'appelait le Renaissance par les croisières, par Paquet qui avait déjà imaginé, puisqu'ils le faisaient avec leur cargo, de transporter des gens que pour leur plaisir et non pas en général pour des fonctions ou quelque chose de professionnel. Donc il y avait vraiment des voyages professionnels majoritairement où malheureusement beaucoup de gens de migration, on sait l'Europe est allée aux États-Unis, que ce soit les Italiens, les Irlandais, les Français ou autres, et par contre il y a eu dès les années dans le XXe siècle, dès le début du XXe siècle, en Méditerranée en particulier, grâce à un climat favorable, des bateaux, des petits bateaux qui transportaient à la fois des gens qui avaient besoin de se déplacer pour leurs affaires ou de manière on va dire professionnelle, mais aussi on l'oublie souvent dès le début du XXe siècle, des gens qui faisaient ces voyages dans toute la Méditerranée pour leurs loisirs. Donc effectivement on a eu une évolution, les gens qui avaient besoin de se transporter, de se faire transporter ont plutôt migré vers l'avion. Toutes ces lignes au long cours quelque part de passagers ont disparu au profit du loisir et les dernières années on a quand même vu arriver et surtout même construit en France des navires qui ont énormément augmenté leur capacité. Alors certains le voient d'un très mauvais œil, d'autres y voient l'avenir. Quelle est selon toi la vision réaliste que l'on peut retenir de ce modèle qui a émergé ? Je suis sûr que tu connais la réponse, la mienne au moins. Oui.
Mais c'est toi qui vas nous les donner. Évidemment que c'est... aujourd'hui, ce que je dis souvent, parce que on voit cette année, 2023 va battre tous les records pour les croisiéristes. Pourquoi? Parce qu'ils ont le produit qui, en termes de rapport qualité-prix, vraiment, ce qui est offert et le prix qui est demandé, il n'y a pas la même chose ailleurs. Donc, et surtout avec évidemment un déplacement, alors on aime se déplacer ou pas, mais je veux dire, quand vous visitez par exemple la croisière qui touche Marseille, qu'est-ce qu'on appelle la croisière de Méditerranée occidentale qui fait Espagne, Italie, France, avec évidemment des villes à l'attractivité vraiment mondiale, que ce soit Barcelone, Rome, Marseille, etc. Et vous allez le faire, quel que soit le produit, de Ponant ou Silver ou de croisière de luxe à ce qu'on appelle la croisière donc premium ou la croisière dite de masse, c'est-à-dire avec de plus en plus de monde à bord et des prix un peu moins élevés ou beaucoup moins élevés. Le prix le prix qui vous a été demandé sera quand même avec une offre qui est quand même assez dingue, ce qui fait qu'un succès aujourd'hui qui est quand même quasiment trigénérationnel. Vous trouvez aujourd'hui à bord toutes les familles, mais sur 3 générations. Les grands-parents, les parents, les enfants. Ce qui fait le succès de la croisière aujourd'hui, c'est vraiment son internationalisation. C'est-à-dire que pour remplir un bateau à 5000 passagers, vous ne remplissez pas qu'avec des Français, des Espagnols ou des Italiens. Il n'y a plus un seul bateau de ces tailles-là qui soit uniquement sur une nationalité, à part les Allemands quand même avec AIDA, ou les Américains évidemment avec Carnival, mais on va dire que d'une manière générale en Europe, pour ce qui nous concerne, nos marchés, on internationalise sur ces capacités-là. Ça c'est un premier point, sinon évidemment on n'aurait pas du mal à remplir qu'avec des Français et autres. Et deuxième point, on a une offre, qu'il s'agisse de l'entertainment, c'est-à-dire tout ce qui est offert comme spectacle à bord, la gastronomie, le voyage, puisque l'hôtellerie, etc. Général, voilà, avec les piscines, avec les spas, coiffeurs, que vous ne trouvez pas chez les autres tour opérateurs. Alors évidemment, tout le monde ne fera pas des croisières, mais ça reste un marché tout petit, avec une très forte croissance. Je donne souvent ce chiffre, il y a en gros 33 millions, 34 peut-être cette année de passagers croisières. Il y a 1,5 milliard de gens qui font un voyage de type Théo, de type donc croisière avec quelqu'un qui prend en charge ce voyage. Donc on est dans une niche, mais d'une niche qui restera toujours, à mon sens, un parcours initiatique, c'est celui de la mer, de la découverte, parce que je n'ai jamais croisé quelqu'un qui me dit tiens, la mer ne m'intéresse pas. Enfin, alors après, évidemment, il y a des gens qui ont fait leur métier comme toi et moi, il y a des gens qui poussent un peu plus loin, mais j'ai rarement. Alors, chacun, il y en a qui préfèreront un petit voilier, un préféreront un ponant, il y en a qui préféreront un costard, enfin voilà, selon les moyens, les envies, etc. Mais ça existera, enfin, c'est intrinsèque à la nature humaine, je pense, tu vois, cette notion de voyage, une notion de découverte, cette beauté, parce que finalement, un coucher de soleil ou un lever, arriver à Rome ou à Marseille par la mer, enfin, à Rome si tu étais avec elle, mais à Barcelone ou ailleurs, c'est toujours un spectacle dingue, quoi, quand on connaît pas. Et pour des gens qui le soir, évidemment, sont sur des ponts plutôt au moment en Méditerranée, ils sont plutôt là en mai ou en juin, qu'évidemment au cœur de l'hiver. Et ce qui est assez dingue aussi, c'est que finalement ces produits-là, même l'hiver fonctionnent, parce que ce sont des gros bateaux dans lesquels vous avez une vie intérieure. Je parle du bateau, pas celle des passagers, suffisamment intéressante pour aussi fonctionner sans tous ces envoyer, on va dire, suivre les 25 degrés ou 30 degrés qui sont agréables, quoi, le reste de l'année. C'est ça, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs étapes. Effectivement, ceux qui ne voulaient plus voyager en bateau ont pris l'avion. C'est devenu de la croisière comme on pourrait la connaître. Et aujourd'hui, elle s'est même diversifiée avec un petit peu deux choses. Le trajet, qui est quand même très culturel aussi pour la Méditerranée. Mais aujourd'hui, le bateau reste aussi également la destination. Absolument, exactement. Et essayons de rester un petit peu factuel. Ce gigantisme a réussi à mutualiser aussi beaucoup de moyens. On a une gestion alimentaire qui est impressionnante. Exemplaire. On a du low steaming, ce qui permet également. Donc les navires en fait sont sous-motorisés par rapport à leur taille. Ils consomment pas énormément, ils vont pas très vite. Pour certains, les nouveaux qui ont été construits sur l'Atlantique sont sur des carburants plus vertueux, avec du GNL, peut-être même des options supplémentaires ensuite. Certains croisiéristes comparent même l'impact par passager à une semaine en mobil-home. Absolument. Alors, peut-on vraiment tirer à vue sur ce modèle ou n'y a-t-il pas des leçons à en tirer? Alors, il y a beaucoup d'éléments à donner
et on a du temps, ça tombe bien, dans ta question. Première réponse, par exemple, aujourd'hui à Marseille, nous avons des polémiques violentes sur Airbnb. Alors, je sais que tu es du Havre, elles viendront peut-être un jour aussi. C'est certain que aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers, c'est 12 ou 14 000 appartements, par exemple, qui sont qui étaient dans le marché locatif classique, qui passent en location saisonnière, on va dire. Donc, vous enlevez l'opportunité à des Marseillais, et évidemment, avec l'explosion des prix qui va avec, puisqu'on sort complètement du rationnel. La croisière, on va dire, par exemple, va vous amener des milliers de gens qui ne pourront pas un mètre carré de ce foncier-là. Et donc ça, c'est un premier point, c'est que je crois beaucoup au tourisme diversifié. Donc quand on a la chance d'avoir un port, c'est ce que j'explique souvent, c'est quand même assez compliqué de mordre les passagers qui vont pouvoir débarquer des bateaux de croisière, ou ceux des ferries d'ailleurs, ou je ne sais quoi. Donc c'est une dimension quand on a cette opportunité-là. Finalement, quand on regarde, hormis quelques politiques comme opportunistes qui cherchent le symbole, on n'a pas de grand... Alors on a des mouvements raisonnés, de gens qui disent voilà, on va travailler, on connecte, etc. Mais on n'a pas ce rejet que nous on a eu à Marseille, qui d'ailleurs s'est beaucoup plus calmé par rapport finalement entre ce qui était raconté et la réalité. Il y avait une telle outrance, un tel gap. Oui, parce que là aujourd'hui on a beaucoup en scrubber, on a également le branchement à quai qui arrive, 2025, il y a l'approvisionnement GNL qui a absolument. été... Nous on a 25% de nos passagers qui arrivent en GNL, donc on parle plus de santé. On parle encore évidemment de carbone, mais on parle plus de santé. Pour revenir à ce point de friction, aujourd'hui évidemment que sur un bateau on consomme. Moi j'ai lu quelque chose d'intéressant, je vais vous le donner parce que je pense que on s'adresse quand même beaucoup à un jeune public chez nous, hein. C'est quand même on est pas avec des professionnels. Il y a un scientifique de Bordeaux l'autre jour, un consultant, donc un ingénieur, qui dit on décrit toujours les grands porte-conteneurs avec leurs 24 000 boîtes. Et il dit, vous savez ce que c'est 24 000 boîtes? C'est on les tracte entre l'Asie et la Chine aujourd'hui, entre l'Asie, la Chine et, on va dire, et l'Europe, avec 70 mégawatts. Tu sais ce que c'est des mégawatts. Et il dit, M. Jean Covici, par exemple, lui, il a pris un système pour donner beaucoup d'équivalents avec des esclaves, humains, c'est assez rigolo, en disant, tant de personnes tirent une charrue et ça fait tant de watts, de kilowatts. Et lui, il donne des Twingo. Et il dit, vous voyez, donc une Twingo, en gros, c'est 50 kilowatts, donc je te passe les calculs, ça fait 1400 Twingo qui vont tirer ces 20 000 ou 24 000 exactement boîtes aujourd'hui. Par contre, si on mettait des camions à la place, donc il donne cette analogie pour faire un peu que les gens comprennent, et il dit, mais vous voyez, un camion, c'est plutôt presque une dizaine c'est 500 kilos pour certains, on est presque à 0,7, 0,8 mégawatts, donc on est plutôt à des centaines, donc 100 000 ou 120 000 camions, puisqu'on va multiplier ce chiffre des Twingo, on va arriver, donc les 20 000 boîtes, il faut 20 000 camions pour les tirer, et ils sont 5 ou 6 fois plus puissants qu'évidemment la Twingo. Donc vous allez avoir 100 000 camions, 120 000, la puissance c'est ça le chiffre. Et il est excellent. Et donc, ces 1200 Twingo, à quai, un paquebot, le plus gros, il est entre 5 et 10 mégawatts. Donc, ça fait pas beaucoup de Twingo, ça en fait quelques centaines, ce que j'ai toujours dit 150 ou après près de 100. Donc, nos 6 000 ou 7 000 passagers, quand ils arrivent, c'est l'équivalent d'une centaine ou de 150 Twingo. Et voilà. Et si, par contre, on avait ces 7 000 passagers, mais qui arrivent par ailleurs avec leur voiture, ce qui est le cas tous les jours à Marseille, puisqu'une grande partie du tourisme Marseille est domestique, on a des milliers de voitures. Nous, finalement, le bateau à quai, ça reste quelques Twingo. C'est ça la réalité. Alors en plus, il se trouve que cette réalité, elle va encore changer, puisqu'en 2025 ou 2026, on va les connecter, nos bateaux, à 90%. C'est la loi européenne, d'ailleurs, c'est une réglementation AFIR qui l'impose pour 2030, mais nous, on va l'anticiper. Pourquoi? Parce qu'à Marseille, on a commencé tout cela en 2017. On a les premiers ferries qui ont été connectés. On a aujourd'hui tous les ferries de la Corse qui sont connectables. On a aussi, alors ils ne sont pas tous aujourd'hui équipés, mais ils sont vraiment en cours et ça progresse. On a ce qu'on appelle les ferries du Maghreb. Là aussi, un gros effort qui a été fait, mais à terre. Donc, il faut aussi qu'il soit fait sur les bateaux pour qu'ils soient connectables. Et on a enfin la réparation navale, mais surtout les paquebots qui viendront, on va dire, dans les 3 ou 4 prochaines années, à l'échéance de 2 ans. Tout ça pour dire qu'effectivement, loin de moi ou loin de qui que ce soit dans le monde maritime de contester que cette
qu'il n'existe pas de pollution, enfin que la pollution est réelle. Il faut juste lui donner sa valeur scientifique. C'est ce que nous faisons actuellement avec le Grand Port. Nous avons lancé une grande étude avec le pôle mer qui donnera exactement, et qui donne déjà, puisqu'on a commencé à la diffuser au conseil de surveillance, au conseil de développement, etc., les quantités de soufre, de particules, de NOx, etc., et de CO2 émis par tous les types de navires dans les deux bassins Est et Ouest, parce que je crois à une seule chose sur ces sujets-là, c'est à la science, c'est-à-dire à la vérité, et absolument pas à quelques politiciens qui éructent dans des vidéos pour dire qu'ils suffoquent ou qu'ils meurent sous les fumées des bateaux à Marseille. Parce que si vraiment on devait tous mourir sous les fumées des bateaux à Marseille, Jean-François Suaz, qui est depuis 40 ans à peu près sous les fumées, qu'il s'agisse quand il naviguait ou quand il pilote à 20 mètres des cheminées, physiquement, et tu en sais quelque chose sur un remorqueur, tous ces gens-là, ce 1,5 million de marins, il y a longtemps qu'il aurait disparu. Et pareil dans les villes portuaires. Donc il faut raison garder, travailler sereinement avec les collectivités, avec tous les acteurs du monde économique et politique pour trouver cette voie. Évidemment que la ligne de crête, elle n'est pas simple, parce que ce sont des investissements de dizaines de milliards d'euros. Quand on parle par exemple d'électrification des quais en Europe, on parle de centaines de milliards d'euros. On ne parle pas de quelques milliards. Marseille, aujourd'hui, le programme d'électrification, il est à 155 millions d'euros exactement. Une première tranche de 70 qui est déjà quasiment réalisée, et on bascule sur une deuxième pour avoir 90% de nos bateaux qui seront connectés à l'orée de 2030. Donc vraiment un effort logistique et d'infrastructure qui est très important sur le port de Marseille. Absolument, et qui est accompagné en particulier par la région sud, par le département et la métropole aussi à un degré moindre, et par l'État et l'Europe. Enfin, c'est vraiment, et même la mairie de Marseille, donc aujourd'hui, avec diverses conditions, que les paquebots par exemple n'en fassent pas partie. Alors ils ont un raisonnement qui pourrait tenir la route s'ils connaissaient le dossier. Ils disent, mais nous on va pas payer pour des gens qui ont les moyens de le faire. Ce qu'ils oublient, c'est que les opérateurs de croisière payent déjà depuis 2020 une taxe pour permettre cet investissement. Donc ils en payent déjà une grande partie, et ils payeront comme tout le monde le service lorsqu'ils se connecteront. Mais je pense dans le monde politique, ce qu'on ignore, c'est comment fonctionne l'entreprise. Le Grand Port Maritime est une entreprise comme les autres, même si elle a des capitaux publics, c'est une entreprise de droit privé, ça s'appelle un EPIC, et donc à partir du moment où il investit, il faut qu'il trouve de l'argent. Alors il se trouve que la loi lui autorise d'obtenir des subventions des collectivités sur un certain montant, mais le reste, c'est donc il investit et il fait payer à ses clients le service qu'il leur fournit comme n'importe quelle entreprise. Alors tu nous parlais de CFC et là on vient de traiter un petit peu le gigantisme. Le gigantisme c'est plus le domaine étranger, notamment avec les Italiens, MSC, Costa. Mais dans le port de Marseille il n'y a pas que ça. Hein, on trouve CFC, on peut trouver aussi Ponant, il y a d'autres acteurs, et les Français sont plus tournés vers des navires à taille humaine, voire des navires aussi très pointus dans la technologie pour optimiser les émissions de CO2. Et on a aussi l'Attitude Blanche qui, lui, plutôt recycle, qui prend un vieux bateau pour éviter d'en construire un. Ces navires neufs sont généralement très technologiques et vertueux en propulsion hybride et vélique. Est-ce que c'est l'avenir de la croisière? Est-ce que ce modèle est plus vertueux? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit foisonner ces grands groupes hôteliers, par exemple. On voit Accor avec son projet, on voit évidemment de nombreux acteurs qui sont dans un... je pense que, sincèrement, s'attaquer à MSC, Costa, Carnival, Aïda ou je ne sais qui, sur des marchés qui sont très présents, où les bateaux coûtent quand même, le droit d'entrée c'est 1 milliard d'euros, etc., c'est quand même compliqué. Donc, le marché français, une partie est absorbée de toute façon par les compagnies italiennes, MSC, Costa, qui font, pour remercier par MSC, construisent leurs bateaux à Nantes, par exemple, et Costa ou MSC, d'ailleurs, les font aussi réparer à Marseille, à Brest ou ailleurs. Donc, il y a vraiment aujourd'hui deux types de marchés, et celui qui est peut-être celui auquel on le voit dans les commandes, le développement le plus important, on voit que c'est cette croisière de niche, alors expédition pour
Ponant, on voit Exploris aussi. Alors nous on est très très fiers à Marseille, moi en particulier je trouve, d'avoir cet écosystème de Latitude Blanche justement, avec un bateau à 12 passagers à Ponant, avec ses 13 et ce 14e bateau emblématique qui existera bientôt en zéro émission, puisque de toute façon leur objectif c'est de ne le signer, de ne le sortir que lorsqu'ils auront la garantie d'avoir un bateau qui a une autonomie donc de CO2 on va dire sur plus d'un mois, garantir donc du zéro émission sur plusieurs croisières. On a cet écosystème à Marseille qui effectivement est plutôt tourné vers une croisière mais qui reste quand même très élitiste. Moi évidemment j'ai navigué sur le kilomètre 2 ou les croisières paquets, donc c'était ce monde que j'aimais, et là je viens de passer de demi-journée sur le Ponant voilier, c'est une merveille absolue, mais il n'y a que 30 passagers à bord. Enfin, le marché français c'est donc beaucoup de monde, et effectivement notre fierté c'est que les grands projets de décarbonation aujourd'hui sont à l'échelle des petits navires. On le voit bien, ça a été assez facile de faire les vélos, c'est un peu plus compliqué de faire les voitures, et on voit bien que sur les camions et les bus on a beaucoup de mal. Mais les bateaux c'est un peu pareil, et on va s'attaquer d'abord sur les bateaux. On le voit avec le commandant Charcot sur un petit bateau hybride avec des batteries etc. On voit nous des ferries, on voit beaucoup de projets aujourd'hui. Les batteries tiennent bien la corde quand même, il ne faut pas les enterrer trop tôt par rapport à tout ce qui est pile à combustible et autres, et hydrogène, et évidemment une grande partie de l'avenir pour ces bateaux-là c'est quand même les carburants alternatifs, puisque sur ces petits bateaux la consommation par passager évidemment est relativement élevée, mais la consommation totale est très faible, quoi. Donc trouver des nouveaux carburants qu'on connaît bien aujourd'hui, qui sont identifiés, mais qui ne sont pas encore fabriqués, évidemment, et surtout pas à l'échelle des besoins on va dire, du transport maritime. Ce qui est certain, c'est que ces projets-là correspondent aussi à... La France, c'est un pays particulier. Enfin, on est bien d'accord sur les goûts touristiques, entre autres, et qu'il y a un public pour ces petits navires où on va parler du Renaissance. Alors, Renaissance, c'est un petit navire avec quand même 900 pax, hein, mais c'est vrai que c'est le modèle vraiment des croisières paquets ou autres, où on était à 400 ou 500 passagers, avec évidemment une ambiance plutôt, on va dire, familiale, fraternelle, où tout le monde se croise, parce que quand vous êtes 200 sur un bateau ou 300, sur une semaine, il y a bien un moment où vous allez rencontrer à peu près tous les passagers, hein. Les coursives sont étroites, ce sont des petits bateaux, les restaurants sont pas immenses, donc voilà, et c'est cette proximité, je crois aussi, qu'aiment les Français, on le voit dans leur attitude globale, donc ce marché-là, il est très très prometteur, quoi. Et alors ce qui est bien, c'est qu'un petit ou un grand bateau, le nombre d'officiers français est à peu près le même, chez Costa ou chez MSC. Par contre, quand il y a 2400 à l'équipage derrière, voilà, il faut les trouver. Il faut les trouver. Aussi. Alors là, c'est bien parce qu'on a fait un petit tour des bateaux, que ce soit du gigantisme, de la taille humaine, du modèle français. Mais alors, avec un peu notre bagage maritime, on parle beaucoup bateau, mais l'impact écologique des croisières, c'est pas que le bateau. Parce que ce sont des retombées économiques locales, des retombées écologiques aussi, puisqu'on n'a pas besoin de bétonner à l'excès une côte, en plus temporairement. Par exemple, sur certains événements, on l'a vu par exemple au Qatar, on avait des navires de croisière tout neufs qui sont arrivés, ça a évité de faire des hôtels qui n'auraient plus été utilisés par la suite. Mais il y a également un impact sur la nourriture, sur l'ensemble des traitements des eaux, puisqu'on n'a pas de livraison, on n'a pas de livraison en petites camionnettes dans le cœur de la ville, on n'a pas le retraitement des eaux. Tout ça, ce sont des infrastructures supplémentaires à investir dans un cœur de ville. Est-ce qu'il y a une prise de conscience par les autorités ou par les ports qui reçoivent de ces bons côtés de la croisière? Oui, les professionnels du monde maritime connaissent parfaiement, et les paquebots évidemment ont un devoir d'exemplarité. Quand vous trimballez 3 000 personnes, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et à commencer par évidemment le jugement qu'on aura de ses propres clients s'ils voient des fumées noires ou s'ils vous voient balancer des poubelles, ce qui n'existe jamais. Et ce qui est certain aujourd'hui, ce que j'explique souvent, puisque je visite beaucoup de bateaux, on voit bien, ceux qui sortent de Saint-Nazaire, nous on les reçoit en général 15 jours après, ils ont juste le temps de faire le tour par Gibraltar, c'est que tout fonctionne mieux à bord en général qu'à 90%, 19% de ce qui se passe à terre, qu'il s'agisse du traitement des déchets, qu'il s'agisse du traitement organique, du traitement des fumées, du traitement de l'eau, etc., des eaux grises, des eaux noires, etc. Ça, c'est ma certitude. J'ai aussi une certitude, c'est que souvent on dit le Paris-New York c'est 1,5 tonne, etc. Et aujourd'hui, ce qui manque
vraiment peut-être à la croisière, et surtout à celle qui est en décriée, c'est-à-dire la croisière de masse, c'est juste d'expliquer ce que fait un citoyen lambda chez lui, avec sa voiture, son chauffage, ses déchets, ce traitement de l'eau, sa consommation d'eau, et qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il est sur un bateau. Ma seule certitude, c'est que lorsqu'il est sur un bateau, il va faire mieux que chez lui dans 90 ou 95% des cas. Soit celui qui est vraiment toute la journée en vélo, qui peut-être, et encore s'il se chauffe au bois, il peut émettre beaucoup plus de particules que le bateau, etc. etc. On peut rentrer dans le jeu. Je crois que la grande aberration, c'est qu'il y a des gens qui pensent que, qui finalement pensent que il faut, les 5000 personnes, elles n'ont pas de vie ailleurs. C'est-à-dire que quand elles viennent, alors, moi, ils me répondent toujours, mais c'est sûr, laissez-les ailleurs qu'à Marseille, s'ils sont aussi vertueux que ça. Il y a toujours cette réponse-là. Moi, je leur réponds quand même que 500 millions à peu près, ou 450 de cash qui arrivent dans la ville, une grande partie dans le port évidemment, mais il se trouve que quand vous mettez des conteneurs dans le port, ça fait vivre les pilotes que je suis, les hawkers et autres, ou le grand port, pas beaucoup vivre la ville autour. Par contre, là, on a un trafic qui aussi apporte de l'économie au reste de la ville. Je leur dis toujours, ce serait quand même dommage de pas l'utiliser. Mais ce qui est certain, c'est que ces calculs-là, je pense qu'aujourd'hui, les croisières commencent à les faire. C'est-à-dire, voilà ce que vous représentez quand vous êtes à bord, voilà ce que vous représentez quand vous êtes à terre, parce qu'à terre, vous n'êtes pas à zéro. Et on vous explique toujours que quand vous allez venir sur un bateau, ce que vous allez faire pendant vos loisirs, c'est beaucoup de CO2, etc. Mais il y a du CO2 aussi, il y a des déchets, il y a de la consommation d'eau. C'est ce rapport-là qu'il faut faire, à mon avis, qui serait intéressant. Une vraie comparaison. Une vraie comparaison. Parce que vivre, exactement. Ça pollue. Exact. Et voilà, et c'est ça. Donc on ne peut pas non plus empêcher les gens de vivre. Absolument. Alors après, évidemment, quand aujourd'hui une grande partie de la croisière marseillaise, par exemple la croisière de la Méditerranée, ce sont des gens qui arrivent, alors peut-être ils sont amenés par leur famille sur le terminal, ils prennent le bateau, ils redescendent. Alors quand vous partez à l'autre bout de la terre en avion, que vous reprenez un paquebot, évidemment que le bilan n'est pas bon, personne ne peut le contester. Mais ce qui est certain, la seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que les bateaux ont les réponses à toutes ces questions, d'abord les batteries, le GNL et tous les carburants de transition, parce qu'on a du volume, de la place et qu'on peut mettre du poids à bord, y compris des capteurs de CO2 un jour. Voilà. Sur un avion, ce sera très compliqué. L'avion fonctionnera avec les premiers. Ils vont vraiment se battre pour avoir les SAF, pour avoir les e-carburants, on va dire. Ce sont les nouveaux carburants qui seront évidemment décarbonés, puisqu'on va partir et on va assembler des molécules, mais c'est d'une très grande complexité. Ouais. Moi, je donne souvent ce chiffre quand même, parce qu'il est quand même intéressant. Aujourd'hui, on évalue les soutes, on a toujours un peu de mal, mais les soutes maritimes mondiales, c'est 450 millions de tonnes. 450 millions de tonnes, la croisière en consommant à peu près moins de 2%. Mais juste pour vous donner l'ordre d'idée, c'est que une raffinerie, quand vous la construisez aujourd'hui avec 1 milliard d'euros, vous arrivez à tirer 4-5 millions de tonnes assez facilement, 3-4 millions de tonnes avec un carburant qu'on amène, on vous fait chauffer et vous récupérez du gasoil, du FO, etc. Quand vous voulez fabriquer du SAF ou des e-carburants, on va dire, et ce sont aujourd'hui que des tout petits projets qui existent, vous arrivez péniblement à 150-200 000 tonnes annuelles avec un projet à 4, 5, 6, 7 milliards avec de l'hydrogène fabriqué, des quantités d'électricité qui sont phénoménales. Donc vous voyez, on n'est pas du tout encore à l'échelle. Pour autant, il faut avancer. Et c'est quoi la sobriété, évidemment, ce que tu as très bien cité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois avec l'AIS, c'est assez facile pour toi et moi et tous ceux qui nous écoutent de voir les vitesses des paquebots, des ferries d'ailleurs, ou des autres bateaux. C'est que le slow steaming, c'est plus une... de toute façon, c'est 2024, 2025, on va l'imposer à travers tous les nouvelles réglementations européennes. Mais c'est vrai que c'est une des clés, c'est qu'évidemment, c'est d'abaisser les consommations, d'avoir des bateaux neufs, ce qui est le cas évidemment pour la plupart on n'a que 300 paquebots dans le monde, il faut 340 exactement, et donc c'est pas beaucoup, mais c'est vrai qu'ils sont plutôt très jeunes, ils sont plutôt récents, avec des technologies évidemment, on voit à Saint-Nazaire à chaque fois les nouveautés, je parle même pas des carburants, c'est-à-dire la réutilisation de chaleur, de froid, etc. C'est tout ça qui fait qu'on abaisse toujours, et ce que dit toujours, et je trouve que c'est très très juste, Laurent Castin qui le dit, c'est que entre les deux générations, c'est-à-dire que ce que tu as connu toi au début de ta carrière comme moi, on va dire dans le début des années 2000, et aujourd'hui, le même bateau avec le même nombre de passagers consomme quasiment la moitié. C'est-à-dire ça, c'est la réalité. Et si M. Castin dit toujours, si j'avais attendu de mettre de l'hydrogène ou des batteries à bord, je serais toujours à 100%, mais j'ai déjà fait la moitié du chemin. Et aujourd'hui, on peut continuer et arriver peut-être à 70% du chemin. Et là, les 30% qui restent de consommation, on aura sans doute les carburants du futur pour pouvoir les utiliser. C'est ça la réalité. Et c'est ce chemin-là auquel je crois. Parce que les bateaux, alors peut-être que des gens élimineront des paquebots dans certaines villes, ça peut arriver, mais il y a 60 000 bateaux qui tournent et ils continueront à tourner, on l'a vu
vu, c'était rappelé par beaucoup de monde. Enfin, on vient de passer un hiver qui était compliqué, rien qu'avec le gaz. Le gaz, c'est que 250. Il ne faut pas oublier que 95% des échanges dans le monde, c'est le maritime. Exactement. C'est 80, je mets trop bon le chiffre, mais enfin, c'est plus de 90%. Et ça va pas s'arrêter. Tant qu'on est 7,5 milliards sur cette terre, bientôt 9, etc., etc. On est plutôt plus près de 8 maintenant. Et voilà, il y a une croissance mondiale de la démographie, il y a une croissance des envies, surtout, je crois, et du rêve. Parce que là, je vois que la Chine, par exemple, les dernières annonces, là, ils sortent leur premier paquebot. Le marché chinois qui était complètement fermé se réouvre à nouveau. Donc, de toute façon, les paquebots auront toujours un avenir. Il y aura toujours des gens. Alors, c'est vrai que on peut parler de wokisme, on peut parler de 1000 sujets. C'est peut-être pas très à la mode pour certains et c'est quelque chose du passé. Moi, ce que je vois, c'est que Marseille, ça va être 2 600 000 personnes cette année qui vont embarquer ou débarquer ou de passage, ce qui est quand même incroyable puisqu'on est parti avec 20 000 il y a 25 ans et qu'il y a un engouement de la part on va dire, de n'importe quel endroit pour le rêve de la mer, tout simplement. Parce que toi et moi, on l'a eu, mais il y a des gens, même si c'est pas leur job, ils n'ont qu'une envie, c'est de passer une semaine avec leur famille parce qu'en plus, ils savent que leurs enfants sont heureux et eux aussi. Tout à fait. Donc ça continuera. Merci Jean-François. Pour conclure, on a bien compris que tu étais passionné et très investi dans la croisière. Pour essayer de conclure un petit peu, est-ce que tu penses que le public doit s'adapter à ce nouveau modèle ou le modèle doit-il encore évoluer pour s'adapter au public ? Il est évident que le modèle doit continuer à évoluer. Alors après, si le modèle n'était pas le bon, les bateaux n'auraient pas été à 99 et 100% tout l'été, toute la saison à Marseille. Juste pour te donner une idée, en 2022, sortie de crise Covid, on était encore à 45, 100%, 50% de taux de remplissage sur beaucoup de bateaux. Aujourd'hui, on est à 100%, quoi. Et en novembre, j'ai vu les premiers chiffres hier, on dépasse tous les chiffres des années 2018-19, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de monde, même au mois de novembre. Donc même avant Covid. Et avec une offre, avant Covid évidemment, et avec une offre qui est spectaculaire. Au départ de Marseille en novembre, on a eu une 60aine d'escales, ce qui était notre chiffre record du mois d'octobre, qui était ton meilleur mois par jour. En moyenne, et donc qui était notre chiffre record des années 2018 ou 2019. Enfin, on va dire 2020 a été tronqué évidemment, donc 2019 ou 2018 sont pour nous les 2 dernières années de référence. Il y a vraiment à ce niveau-là un engouement, et y compris à des moments où tout le monde n'a pas envie de partir, c'est-à-dire le mois de novembre. Pourquoi pas? Toujours pareil, l'offre au prix où elle est, à mon avis, ne rencontre pas de véritable concurrence, sauf à partir à l'autre bout de la Terre, hein, ça, il n'y a pas de doute. Mais pour des gens pour Marseille, sur tous ces bateaux-là, de 3, 4 000, 5 000, c'est 1000 personnes qui embarquent tous les vendredis, et il y en a plusieurs, tous les samedis, tous les dimanches, tous les lundis. Parce qu'il y a de la tête de ligne, et on aura à peu près 700 000 en tête de ligne cette année. D'accord. Donc bon, le port de Marseille et la croisière a de l'avenir, un beau modèle et surtout une belle source d'innovation pour avancer de manière plus vertueuse vers un avenir du passager en Méditerranée et dans le monde. Absolument, c'est exactement ça. C'est à la fois l'innovation, et remercions les chantiers de Saint-Nazaire et tous les constructeurs parce qu'ils restent pas les 2 pieds dans le même sabot, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'innover c'est compliqué, hein. À chaque fois vous avez besoin de ces bateaux-là, quand ils sortent, le lendemain il faut qu'ils fonctionnent. Ouais. Et donc les ruptures, ce qu'on appelle vraiment les ruptures d'innovation trop fortes, c'est quand même toujours très délicat, mais on voit évidemment, moi je rêve que de bateaux à la voile, je rêve que de bateaux décarbonés, j'espère que, et j'y crois assez, évidemment peut-être pas ma carrière de pilote, mais j'aurai sans doute une retraite après, j'espère longue et paisible, où je verrai arriver à Marseille des bateaux vraiment décarbonés. À la fois, je sais que je vais voir rapidement à quai, ils seront décarbonés puisqu'on va les brancher, mais surtout dans le petit saut de puce qu'ils auront fait peut-être entre, je sais pas moi, Toulon et Marseille, parce que je crois beaucoup à cette croisière de saut de puce où on recharge les batteries, où on recharge, où on trouve du carburant alternatif, on fait un petit voyage en mer parce que les gens ont quand même envie d'être au large et de sentir la mer, comme on dit, mais avec un autre type de croisière. Je crois que c'est celui-là qui a vraiment de l'avenir. C'est une croisière domestique avec toujours un public qui a du temps, parce qu'évidemment, on s'adressera quand même toujours plus facilement à des gens qui ont une dizaine, 15 jours devant eux qu'en week-end, et plutôt que de faire le tour de Méditerranée en 3 jours à 25 nœuds, comme on a pu le voir, ou à 22 ou 23 nœuds. Ça, j'y crois plus beaucoup. Ok,
Parfait. Bah, un grand merci de nous avoir accordé cette interview et j'espère peut-être à bientôt sur le port de Marseille ou à bord d'un bateau. Et un dernier petit mot, merci à toi pour tout ce que tu fais parce qu'évidemment nous nous connaissons depuis des années, alors c'est remarquable puisque tu fais vivre et je pense à tous nos élèves, à tous les gens qui ont la chance de parce que notre époque tout ça n'existait pas trop finalement, on n'avait pas ce lien et je crois que plus ils ont d'éléments, parce qu'aujourd'hui je trouve que c'est compliqué quand même quand on vous explique que vous êtes un tueur, que vous êtes sur un bateau parce que vous émettez des fumées, pour la jeune génération qui adore la mer, j'imagine comme nous, de se culpabiliser parce qu'il y a quelques opportunistes politiques qui tous les jours ils ont besoin de vivre, hein, donc il faut s'attendre à leur retour régulier. Une fois qu'on a compris comment ils fonctionnent, on arrive assez bien à les contrer etc. Mais c'est vrai que cette petite musique, elle est insupportable, quoi. Donc bravo pour tout ce que vous faites et pour donner toujours l'envie de mer et d'aventure aux jeunes générations. Alors les plus jeunes ne sont pas des tueurs, ils sont plutôt les acteurs du futur de la croisière. Exactement. Voilà, bah, merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. Merci beaucoup. Pour d'autres aventures. À bientôt.